Eh bien, salut à tous. Voilà, comme pour chaque débat, j'aime avoir plusieurs réponses. La première vidéo sur le sujet était discutée avec des cinéphiles et aujourd'hui, j'ai voulu y revenir avec un critique de cinéma. Et pour cela, j'ai choisi un des membres de la chaîne occasionnée, François Bégodeau. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Peggy. Et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Première question, c'est celle du thème général. Y a-t-il un illettrisme cinématographique? Alors c'est une vaste question. Moi j'aurais comme premier réflexe, je pense, qui a été le réflexe d'un de tes interlocuteurs précédents, puisque j'ai suivi votre débat, quoi, votre discussion, qui était très intéressante, à savoir que c'est vraiment un mot qui fait vraiment peur, quoi, parce que pour plein de raisons. D'abord, l'illettrisme, c'est plutôt comment appeler ça? Presque un handicap, d'une certaine manière, en tout cas un handicap social, hein, qui concerne une incapacité à déchiffrer des signes linguistiques, quel que soit le degré de l'illettrisme. Et donc, on a quand même envie, on a un peu peur qu'il y ait, comment dire, il y a une rêverie autour du cinéma, qui est une rêverie presque démocratique, qui a beaucoup habité, je crois, la cinéphilie, et encore maintenant, et en tout cas c'est mon cas. C'était cette idée que le cinéma était justement un tout petit peu en exception par rapport à d'autres arts, et notamment la littérature, qui passe par la langue, la maîtrise du code linguistique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire Flaubert si on ne sait pas lire. Et il y avait cette idée avec le cinéma que non, on n'aurait pas affaire à ça. On n'aurait pas affaire à cette discrimination fondamentale, et qu'on n'aurait pas non plus affaire aux discriminations culturelles qui ont cours dans beaucoup d'arts, où il y a toujours des effets de distinction qui font qu'il y a toujours l'idée qu'il y a des spécialistes d'eux qui connaissent mieux que moi, et moi je vais pas avoir bon parce qu'eux, ils savent mieux que moi, comme à l'école. Et donc l'art reproduit souvent ces schémas de distinction qui nous ont tous plus ou moins traumatisés à l'école, d'ailleurs, enfin, plus ou moins selon qu'on était du bon côté ou du mauvais côté, c'est-à-dire du côté des bons élèves ou des mauvais. Mais c'est vrai qu'avec le cinéma, il y avait cette idée que précisément tout le monde pouvait investir le cinéma, qui est un art éminemment populaire dès son origine, et qu'il l'est resté, et que le cinéma pourrait être accueillant à tout le monde, indépendamment des capitaux culturels des uns et des autres, ou des capacités de déchiffrage des uns et des autres. Voilà, et moi je tiens beaucoup à ça. Je crois que, évidemment, qu'il y a plein d'effets de distinction au sein du cinéma. Bien sûr que les goûts esthétiques sont extrêmement marqués socialement, et que ça vous marque socialement d'aimer plutôt, je sais pas, Thierry de Peretti plutôt que telle franchise Marvel. Bien sûr que tout ça, ça continue à être des marqueurs sociaux. Et il y a tout un jeu qui n'est pas si pacifié que celui-là. Mais moi, j'aimerais que, autant que possible, on maintienne l'idée que le cinéma pourrait être accueillant à tout le monde, et que n'importe qui, pratiquement à parts égales, pourrait s'emparer d'un film et pourrait tout à fait être à même de le voir et éventuellement de le comprendre. Donc là, je tenais à commencer comme ça parce que c'est vraiment important. Et donc, j'ai tendance à, moi, parier que le cinéma, qu'il n'y a pas d'illettrisme en cinéma, que tout le monde peut piger le truc, quoi. Mais peut-être presque précisément, le mot de piger ou de comprendre n'est pas le bon. Moi, je crois qu'un film, ça se comprend pas, ça se regarde. Et tout le monde est à même de voir un film, de le voir avec ses yeux. Tout le monde a des yeux. Et alors évidemment, si on commence à rentrer dans l'idée qu'un film aurait une espèce de cryptage, un message qu'il s'agirait de déchiffrer, de décoder, alors là, de nouveau, le monde va se diviser en deux, voire en trois, voire en mille, entre les sachants et les moins sachants. Parce qu'il y aura ceux qui maîtrisent le code, disons la grammaire de signification, et ceux qui n'auraient pas la maîtrise de la grammaire de la signification. Et bien sûr qu'il y a tout ça dans les films. Bien sûr qu'il y a parfois un film, il y a des choses à comprendre dans un film. Il y a un message à comprendre, il y a des signes à déchiffrer. Ouais, mais en fait, moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans le cinéma. Voilà. C'est pour ça que mon regard à moi sur le cinéma, je crois, permet de maintenir l'hypothèse démocratique. J'entendais tes interlocuteurs parler beaucoup de langage, du cinéma comme d'un langage, et même du cinéma comme d'une grammaire. Et bien sûr que le cinéma
souffre comme ça un usage grammatical. Il y a une grammaire de l'enchaînement des plans, des valeurs de plans, de tout ça. Oui, mais en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans un film. Voilà. Et donc, moi, j'ai l'impression que ce que je raconte autour des films, dans La gêne occasionnée ou ailleurs, est accessible à tout le monde. Qu'il s'agit toujours de, bon, bien sûr, de temps en temps, je vais moi-même un petit peu puiser dans un registre comment dire, dans un certain lexique technique, mais c'est un lexique technique, mais qui s'acquiert en 28 secondes. D'ailleurs, que moi, j'ai acquis en autodidacte. Moi, j'ai jamais suivi de cours de cinéma. Moi, j'ai jamais été à la fac de cinéma. J'avais pas de cinéma quand j'étais lycéen. Bon, j'ai appris en regardant des films, j'ai appris effectivement en lisant des critiques et puis en discutant avec mes amis. Mais savoir qu'un truc qui fait ça, c'est un travelling et un latéral et que ça, c'est un travelling avant et que ça, c'est un travelling arrière et que ça, c'est un zoom et que ça, c'est un zoom arrière. Bon, bah, je crois qu'en fait, on peut tous y arriver très, très facilement. Mais je maintiens, et donc de temps en temps, on en a besoin pour parler d'un film. Pour en parler, on en a besoin. Mais pour le voir, on n'en a pas forcément besoin. Je n'ai pas forcément besoin du mot travelling pour ressentir la sensation que me procure ce travelling et peut-être m'interroger ensuite sur la sensation qu'il m'a procurée. Donc oui, moi j'écoute parfois des gens qui font des espèces de lectures du cinéma, de lecture de séquences, et qui vont t'expliquer que oui, là le plan est plus rapproché, donc ça veut dire que, comment dire, on essaie de nous faire rentrer dans la psyché du personnage, alors que là le plan est lointain, ça veut dire qu'en fait ce personnage n'a pas de psyché, je sais pas, un truc comme ça. Mais en fait, moi, c'est pas des trucs qui m'intéressent plus que ça. Je pense que regarder un film, c'est regarder ce qu'il y a dedans. Et encore une fois, pour moi, il n'y a pas d'illettrisme possible. Après, il y aurait des trucs, il faudrait prendre des cas, mais vous en parliez tous les trois dans la discussion. À un moment, je ne sais plus lequel de tes deux interlocuteurs parlait de tel film de Pasolini qui ne peut se comprendre véritablement que si on a quand même une connaissance de la Bible. Bah oui, par exemple, l'Évangile selon saint Matthieu. Qui est littéralement une adaptation d'un des évangiles. Oui, mais en même temps, le pari de Pasolini, c'était précisément l'inverse. C'était précisément que, en le mettant en cinéma, ça pouvait redevenir accessible à chacun et qu'on pouvait de nouveau s'émouvoir d'une histoire absolument universelle et parfaitement compréhensible par n'importe qui. C'est l'histoire d'un type qui pense qu'il est le fils de Dieu. En tout cas, ça lui a été communiqué par les prophètes. Enfin, en tout cas, ça lui a été insufflé. Qui est né d'une procréation un petit peu particulière d'une femme qui s'appelle Marie, et avec un père qui est Joseph, et qui doit accepter que ce fils n'est pas exactement le sien. Et puis, du coup, notre ami le Christ se promène en Judée et prêche la parole de Dieu, la parole divine. Voilà, puis on écoute cette parole, et puis on la comprend, en fait. Et chacun, d'ailleurs, s'en empare comme il l'entend. Certains trouveront que c'est parole d'évangile, et puis d'autres trouveront que c'est de la monnaie de singe, que c'est du pipeau, selon le degré de foi des uns et des autres. Mais ça n'aura rien à voir avec la culture. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura quelqu'un qui connaît très bien le texte originel pourra mieux apprécier les petites variations que propose Pasolini par rapport au motif, à l'iconographie qui s'est installée dans le christianisme en 20 siècles. Oui, sans doute, ça sera sans doute pas inintéressant d'ajouter ce petit savoir-là. Moi, ce que je crois quand même, c'est que c'est pas de ça que dépendra l'appréciation esthétique qu'on fait du film et le goût qu'on va en avoir. Voilà, donc pour moi, la culture, les éléments culturels que pourrait avoir un spectateur, oui, c'est un peu du plus. C'est du plus. Mais en revanche, quand on les a pas, je pense que c'est pas du moins. Ça n'empêche pas de regarder un film. Mais en tout cas, c'est le pari que je fais. Et je pense qu'il faut vraiment le faire parce que de nouveau, c'est vrai que sinon, le cinéma, de nouveau, c'est un truc, c'est comme à l'école, quoi. C'est comme à l'école, et de nouveau, en fait, il faudrait apprendre, quoi. Il faudrait apprendre. Alors, il y aurait les forts en cinéma, ceux qui ont bûché, ceux qui ont révisé, quoi. Ils ont lu des bouquins, et puis il y a ceux qui ne sont pas forts. Et tout cela se retrouve dans la même salle, mais il y en a quand même des gens qui sont plus forts que d'autres. Et donc, les uns vont finir par mépriser les autres, d'une certaine manière, parce que ça se termine toujours en mépris, tout ça. Voilà, c'est ce que je te dirais en première analyse sur l'illettrisme. Ouais. Non, parce que c'est vrai que ces dernières années, on essaye de remettre quand même le cinéma aussi au sens politique.
Et il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, justement de lecture. On a dit que certains films étaient de droite alors qu'ils ne sont pas, ou ceux de gauche. Enfin, voilà, je t'avais donné comme exemple Bac Nord et Le règne animal. Et c'est vrai que ces deux-là, c'est un exemple concret qu'on pourrait dire que c'est une erreur de lecture, en fait. Ouais, alors là, on passe à autre chose. On passe à un autre. Enfin, c'est le même sujet, mais disons avec abordé sous un autre angle. Ouais. Parce que là, moi, quand je parlais d'illettrisme cinématographique, c'était vraiment sur la capacité de regarder un film, indépendamment de sa thématique, indépendamment de son contenu, indépendamment des messages qu'il délivrerait, indépendamment du fait qu'il soit politique ou pas politique. Simplement, tout simplement, chacun peut voir un film indépendamment de la connaissance qu'il a de ce que serait l'outillage technique du cinéma. J'en profite d'ailleurs pour dire une chose, c'est que moi, ça fait 30 ans que je fais de la critique dans des supports divers et variés. Je reste assez ignare d'aspects techniques, de certains aspects techniques. Je connais un peu, parce qu'à fort, en plus, j'ai un peu fait de cinéma. Donc, on finit par quand même acquérir deux, trois trucs sur des choses vraiment technico-techniques, vraiment, qui concernent la caméra, bon, qui concernent l'éclairage, qui concernent des choses comme ça. Mais je suis relativement nul, en fait. Je continue à être assez nul. Et bah, ça ne m'empêche pas de voir des films, ça ne m'empêche pas de les aimer, ça ne m'empêche pas d'avoir des trucs à en dire, ça ne m'empêche pas que le cinéma me fait penser tout le temps. Après, j'aime bien écouter des gens qui ont des connaissances plus techniques que moi. J'ai bien aimé ça sur un tournage, j'ai bien aimé ça, j'aime bien comme quand j'ai quelques amis comme ça qui sont plus compétents que moi en vraiment ce que j'appelle la pure technique. Et j'aime bien les écouter. Ils ont parfois des choses à ajouter qui sont bien, mais pour moi, qui sont jamais décisives. Ça va jamais, moi, me faire basculer. C'est pas parce qu'on va me raconter qu'en fait, George Miller a utilisé tel objectif sur telle scène et tel objectif sur tel autre que ça va faire changer d'avis sur ce que j'ai ressenti devant Mad Max, par exemple. Mais alors après, j'en viens à ce que tu dis, à savoir ce qu'on pourrait appeler la lecture politique des films. C'est vraiment un truc particulier, quoi, dans la vie d'un spectateur de cinéma. Et je crois que si tu dis que, bon, par exemple, Bac Nord, alors, moi, il m'a semblé quand même qu'il était assez clair pour tout le monde que Bac Nord était un film de droite, non? Tu as déjà entendu que Apparemment. Et même au contraire, enfin, moi, j'ai dit ça en tout cas comme retour. Quand j'ai dit que j'aime pas Novembre et Bac Nord, on me traite d'extrême droite. Voilà. Ah bon? Oui. D'accord. Mais qui sont ces gens En général, j'arrête de discuter avec eux. Bah, tu pourrais commencer par leur dire si vraiment tu veux rentrer, mais je pense que c'est très sage, tu as raison d'arrêter de discuter avec eux. Mais si jamais tu les croisais et qu'ils t'embêtaient à nouveau, tu pourrais déjà leur dire que c'est le film préféré de Pascal Praud de l'an dernier. Pascal Praud, Monsieur CNews. CNews étant la chaîne Bolloré. Enfin voilà, ça pourrait être un argument comme ça, empirico-sociologique. Non, moi j'ai quand même pas croisé, moi j'ai pas croisé les mêmes gens sinistres que toi, parce que globalement tous ceux que j'ai croisés aimaient le film ou pas, Ouais. mais en tout cas s'entendaient tous pour dire que globalement, tant qu'à le classer politiquement, on était quand même plutôt à droite, quoi. Donc pour moi j'ai pas eu l'occasion d'avoir à ferrailler là-dessus, plutôt sur la qualité du film d'ailleurs, mais en effet, des fois il peut échapper à bon. Admettons, mettons qu'un spectateur de Bac Nord se dirait non, non, mais c'est un film relativement neutre politiquement, pas du tout de droite ni d'extrême droite, c'est juste un film qui montre le réel tel qu'il est, quoi. Voilà, il se trouve que dans ces quartiers-là, il y a ces problèmes-là, il y a la drogue, voilà. Et comment dire, si moi je voulais le convaincre absolument que c'est un film très de droite, à quels arguments j'aurais affaire? Mais je pense que j'aurais affaire sans doute à des arguments cinématographiques, mais sauf qu'en fait, et c'est ça que je voulais dire sur cet aspect-là, on se rendrait compte que la différence de lecture qu'on a du film, mon interlocuteur et moi, ne vient pas d'une incompétence qu'il aurait à lire un film, à le déchiffrer, et notamment, par exemple, à en donner l'identité politique. Ça vient de son identité politique tout court à lui, c'est-à-dire de son ADN politique, ou plutôt de son outillage politique. Mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le cinéma. Ouais. Ça a à voir avec le fait que lui, sans doute, ne se rend pas compte, en tout cas, refuse d'admettre que montrer les gens des quartiers nord de cette façon-là, ce serait raciste.
Je crois qu'en fait, le débat va très très vite arriver à ça, en fait. Bien sûr. Mais ce serait un débat qu'on aurait pratiquement hors cinéma. Ce Mm. serait, oui, quand tu montres un fait divers qui implique des gens, je sais pas, racisés, des Arabes, des Noirs, est-ce que c'est un geste raciste? Est-ce qu'il y a du racisme dedans? Est-ce qu'il y a une intention raciste ou pas? Voilà, ça vaudrait autant pour un reportage du JT ou d'une chaîne d'info que finalement de Bac Nord. Donc, moi, je crois que le- je vais prendre un autre exemple. Parce que Bac Nord, c'est pas très clair pour moi comme exemple, parce qu'encore une fois, j'ai assez peu rencontré de gens qui prétendaient que ce fut un film de gauche. Je vais prendre l'exemple plutôt des fameuses dystopies dont j'ai Mm. souvent parlé. Euh, oui, là, clairement, pour moi, quand les gens prétendent que Dune serait un film de gauche parce que ça dénonce le totalitarisme, Mhm. comment dire? Moi, je pense qu'ils font une erreur parce qu'en fait, ils découvrent eux-mêmes. Enfin, leur erreur tient à quoi, pour moi? Ça tient au fait qu'ils se sont mépris sur leurs propres affects parce qu'en fait, ils ont des affects totalitaires en eux. Et peut-être que ces gens-là se vivent comme étant très, très, comment dire, contre tout empire, enfin tout emprise totalitaire d'un pouvoir sur une population. Mais sauf qu'en fait, leur amour de ce genre de film montre bien qu'en fait, ils ont un fond autoritaire. Ils aiment bien le spectacle de l'autorité. Ils aiment bien le spectacle d'un empire où tout est carré, tout est ordonné, voilà, comme dans le premier Dune, un peu le deuxième aussi. Oui, voilà, tout est organisé et orchestré, comme en Corée du Nord. C'est-à-dire que en fait, c'est des gens qui ont pour le moins une adhésion esthétique je dirais, l'organisation totalitaire. Parce que sinon, ils seraient très très mal devant ce film. Enfin, je veux dire, ils s'amuseraient pas du tout. Donc, on a énormément de postures martiales, par exemple, dans le film. Voilà, il y a vraiment des. Eh ben, je veux dire, il y a une érotique ou une libido de la guerre qui se met en place là. Alors peut-être que le scénario est en train de nous dire c'est des méchants, c'est des méchants. Ben oui, mais en fait, c'est des méchants, sauf qu'en fait, je suis devant le film et je jouis du film. En tout cas, pas moi, mais eux, ils en jouissent. Donc je crois qu'en fait, tu vois, en fait, c'est pas tant pour moi un problème de mauvaise lecture du film d'une. Je pense que c'est plutôt une auto-analyse incomplète. C'était une analyse d'eux-mêmes, une analyse de leurs propres affects politiques un petit peu incomplète, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont sans doute des bons spectateurs de cinéma autant que moi, Ouais. si ce n'est plus. Peut-être qu'ils sont un tout petit peu moins au clair sur leur fond politique et euh, peut-être aussi sur l'échiquier des idées politiques qui s'offrent à nous. Peut-être qu'ils ne sont pas finalement très très au point. Peut-être qu'ils n'ont pas une culture politique assez fine et donc qu'ils se croient de gauche, comme tant de gens. On sait bien qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se croient de gauche et qui ne le sont pas en fait. Et donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui va jouer à propos de ces films-là, à propos Ouais. de, ouais, donc à propos de Bac Nord aussi. Si effectivement quelqu'un devant Bac Nord ne voit pas qu'il y a du racisme au travail, bah, c'est qu'il a en général pas d'antenne très développée par rapport au racisme. Mm. Et que donc on aurait peut-être une discussion, lui et moi, où il me dirait non, non, mais moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de racisme en France. Non, non, la police, je la trouve pas spécifiquement raciste. Et donc tu vois on aurait déporté le débat d'un débat de cinéma à un débat social, un débat Mm. politique, en fond, quoi, de perception du réel français. Il dit, ah bah non, mais oui, il me dirait, mais non, mais il y a, voilà, dans les quartiers nord, il y a de la drogue, donc c'est normal que les flics, ils interviennent, et c'est normal que de temps en temps, ils aient recours à à des stratégies ou à des méthodes un peu délictuelles pour arriver à leur fin, puisque c'est un peu à la guerre comme à la guerre, quoi. La fin justifie les moyens, c'est un petit peu ce que dit Bac Nord finalement, puisque c'était des flics qui ont eu recours à des méthodes pour lesquelles ils ont été jugés par la suite d'ailleurs, et pour lesquelles il y a eu une enquête de l'IGPN, puis un jugement. Donc, et peut-être que lui me dirait, ce spectateur, que ben non, mais lui, il trouve pas que ce soit des méthodes fachos, c'est pas du tout des méthodes de miliciens, c'est une urgence, il faut absolument en venir à ce genre de pratique, sinon on n'y arrivera jamais, on n'arrivera jamais à éradiquer la drogue. Et donc on sera sur un autre débat, on sera sur un débat Mhm. politique, sur un débat Ouais. sur la fin des moyens, sur machin, sur truc.
Bon, j'ajoute une dernière chose d'ailleurs pour ceux qui t'ont embêté. Là, j'ai un autre argument massu hein, c'est que un des flics qui a inspiré les flics de Bac Nord, donc les ripoux, enfin, on peut les appeler comme on veut, d'ailleurs, selon l'orientation politique qu'on a ou la sensibilité qu'on a. L'un de ceux-là est sur une liste Rassemblement national depuis 2 semaines pour les législatives. Bon, comment dire, tout ça finit par être cohérent. Voilà. D'accord. Du coup, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment plus effectivement un débat côté politique, social finalement, que vraiment un problème de lecture. Sinon, je t'avais parlé aussi du film Joker et j'ai revu Fight Club il n'y a pas longtemps, seulement pour le débat. Et je trouve qu'il y a la même erreur du regard sur ces deux films. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Ouais, et en fait, c'est des bons exemples, je trouve, parmi ceux que tu me proposais, parce que là, je crois que ça illustre assez bien ce que j'essayais laborieusement de dire précédemment. À savoir que moi, quand j'ai vu les gens, si tu veux, décréter que Joker était un film marxiste, je me suis pas dit que c'était des mauvais spectateurs de cinéma. Je me suis dit que c'était des mauvais connaisseurs de Marx. Alors peut-être que là, ça reporterait, disons, le curseur de l'illettrisme, ou de, je ne veux pas dire illettrisme, en tout cas de l'inculture, en tout cas d'une petite carence culturelle, encore une fois, du côté de la culture politique et non pas de la culture cinéma, en fait. Et je veux dire, il n'a jamais été dit, il n'a jamais été, comment dire, il faudrait que ce soit bien clair pour chacun, et visiblement, vu les réactions devant Joker, je voyais bien que ça n'était pas si clair que ça, que toute émeute n'est pas de gauche. Parce que ça se terminait à la fin par une émeute. Et donc, il y a l'idée, ah, ben c'est pour renverser le système, c'est l'insurrection. Il y a des insurrections d'extrême droite. D'ailleurs, peu de temps après Joker, nous allions avoir une insurrection d'extrême droite aux États-Unis qui était l'insurrection du Capitole. C'est une insurrection d'extrême droite. On peut trouver ça super, moins super, ça, je veux dire, c'est un autre débat, mais c'est une insurrection d'extrême droite parce qu'il est parfois possible. Donc, déjà, tu vois, là, il y a un petit défaut politique, en tout cas une petite carence politique, de considérer que là où il y a insurrection, forcément, c'est du côté des forces du progrès, du progressisme et non pas de la réaction. Et la deuxième petite erreur politique qui vaudrait aussi pour Fight Club, c'est que tout discours anti-système n'est pas forcément un discours de gauche. L'extrême droite a toujours tenu un discours anti-système. Elle le fait encore maintenant. Nous ne sommes pas du système, il faut renverser le système. Il y a toujours eu quelque chose de profondément révolutionnaire dans les mouvements fascistes et nazis, qui eux-mêmes parlaient d'une révolution conservatrice ou d'une révolution nationale du côté de Pétain. Donc le motif révolutionnaire, il n'est pas l'apanage de la tradition, disons plutôt anarchiste ou communiste, pas du tout. Et c'est cette erreur-là que je crois font des gens qui, devant Fight Club, qui n'arrêtent pas de parler, le système, tout ça, et devant Joker, pensent qu'ils ont affaire à un film d'extrême gauche. C'est pas vrai, en fait. C'est pas grave, hein, mais c'est. J'ai le même problème avec Furiosa, par exemple, c'est pareil. C'est ça, c'est un part pour faire tomber effectivement tout ça, mais avec une violence, une certaine violence. Mais du coup, je trouve pas spécialement de gauche, quoi, en fait. Hein. Oui, tout à fait. La violence en soi n'est ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, ça dépend de l'usage qu'on en fait, ça dépend de l'analyse qu'on fait. Mais par exemple, même à la rigueur, dans Fight Club, à un moment, il y a. D'ailleurs, ça se termine par. Ils font péter des banques. Bon, d'abord, c'est très con. De faire péter des sièges de banque. Je veux dire, Lénine n'aurait jamais eu une idée aussi con, par exemple. C'est pas les sièges qui comptent. Alors, c'est purement symbolique, en fait. On fait un symbole. Et Fincher a voulu faire un symbole, mais c'est un symbole bidon. C'est pas ça, s'attaquer à la racine du système bancaire. C'est Soderbergh qui fait les films marxistes. C'est pas Fincher. Je viens de revoir Girlfriend Experience que je présente dans pas longtemps à Paris. Voilà, un film marxiste indéniablement parce qu'il s'en prend vraiment au cœur même du système capitaliste, à savoir la création de la valeur. Mais voilà, ça nous emmènerait trop loin. Et donc en fait, encore une fois, je pense qu'il y a des débats politiques à avoir, beaucoup plus que des débats de cinéma là-dessus, et qui engageraient une connaissance peut-être de la tradition, je dirais, marxiste, puisqu'on parlait de ça, ou d'une tradition d'extrême droite. Il y avait une dernière chose dans Fight Club qui faisait un peu débat sur l'interprétation, et où je trouve règne beaucoup de confusion. Ça nous emmènerait encore... Alors, ça nous ramènerait un peu au cinéma, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est un film masculiniste.
Et parfois, des gens me disent, non, non, c'est pas masculiniste, c'est anti-masculiniste. Et on montre des masculinistes, mais pour se foutre de leur gueule et pour montrer qu'en fait, ils sont ridicules. Oui, mais moi, ce que je vois, c'est que pendant 2 heures, on voit que des mecs. On voit que des mecs réapprennent à se battre. On voit qu'une espèce de rhétorique un peu martiale aussi, de combat, de retrouver un petit peu votre fierté, vous les hommes. Enfin, je veux dire, comment dire, rien ne ressemble plus à un discours masculiniste qu'on voudrait ironiser qu'un discours masculiniste tout court. Je veux dire, au bout du compte, c'est quand même les mêmes mots. Et je crois d'ailleurs qu'il y a énormément de gens qui appartiennent plutôt à ce courant-là de. C'est pas un courant de pensée, d'ailleurs, le masculinisme, pour moi, c'est plutôt un fait psychique ou un fait affectif. Mais c'est un courant de pensée quand même. Il y a beaucoup de gens qui adorent Fight Club pour ça. Donc, je veux dire, moi, les féministes qui vont me raconter que, enfin, en tout cas, les hommes féministes d'ailleurs, en l'occurrence, qui vont me raconter que Fight Club est un film féministe, bah, il va falloir qu'ils s'entendent avec les autres, là. Il va falloir qu'ils discutent. Moi, je les laisse, hein, parce que pour moi, ma religion est faite. C'est pas pour incriminer Fincher, d'ailleurs, qui est plutôt un cinéaste qui m'intéresse, même si j'aime vraiment pas Fight Club. Et au moment où il a commencé par Seven et Fight Club et un ou deux autres, moi, j'étais pas Fincherien à ce moment-là. Je me suis acclimaté à Fincher un peu plus tard avec d'autres films. Mais à cette époque-là, oui, on a affaire à un cinéma, en tout cas un cinéma de mecs. Bon, d'ailleurs, il y a du charme dans le cinéma de mecs. Bac Nord aussi est un film, je pense, avant même d'être raciste ou d'extrême droite ou pro-flic, c'est avant tout un film de bonhomme, quoi. Voilà, et ça, c'est indéniable, et ça, tout le monde peut le constater. Il n'y a pas besoin d'être un grand décrypteur pour voir que globalement, c'est des gros bonhommes qui s'affrontent avec avec de la grosse bazooka ou de la Kalachnikov, ou je sais pas. Et puis il y a de la bagnole, et puis voilà, et autant de choses. C'est un spectacle qui peut parfois, à moi, me procurer un certain plaisir. Mais il faut savoir à quoi on a affaire quand même. Enfin, je pense que normalement, ça ne devrait tromper personne. Mais tu vois, ça reviendra à ce que je disais au tout début. Il n'y a pas à être savant pour voir ça. Je pense que c'est assez facile de piger de quoi il retourne dans Bac Nord quand même, quoi. À moins, encore une fois, d'avoir des œillères, mais qui seraient plus des œillères politiques que des œillères de spectateurs. Puis écouter les dialogues aussi, parce que justement, le règne animal qui a été aussi plus ou moins accusé de droite, alors que justement, il se sert des dialogues pour justement se moquer de tout ce qui est autoritaire, en fait. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de monde, enfin très peu de monde, au contraire, l'a remarqué. Et c'est ça qui m'a un peu chagriné pour le film, parce que je le trouve au contraire très juste sur sa manière de raconter ce que c'est que les forces de l'ordre. Et qu'on a un peu vécu ça quand même pendant le Covid aussi, hein, il faut pas se voiler la face. Et c'est vrai que quand on dit que le règne animal est de droite, là, ça me pose aussi problème, quoi. Enfin, voilà. Mais c'est les mêmes qui te racontent que Bac Nord est de gauche. Non, le problème, c'est que c'est pas les mêmes. Mais décidément, t'es harcelé par les imbéciles, mais il faut arrêter. Il faut que tu t'immunises, il faut que tu te vaccines contre les imbéciles. Non, mais le règne animal, moi, il y a un truc que je pourrais dire qui est pour moi indéniablement, alors je ne sais pas s'il faut dire de gauche, parce qu'on n'est pas toujours obligé de plaquer ses signifiants sur tous les films, mais tant qu'à le juger politiquement, il y a un indice pour moi absolu, et qui est dans la patte même du film, dans son scénario, dans la trajectoire de son récit, c'est que c'est un film anti-paranoïaque. Et la paranoïa pourrait être considérée comme une espèce d'affect matriciel pour les gens de droite. Je vais vite, hein, mais si on veut se donner des repères, je propose un peu ça. C'est-à-dire une espèce d'inquiétude par rapport à tous les éléments de déstabilisation de l'existant. Il y a l'existant, la société existante. Les gens de droite considèrent qu'elle est globalement bien foutue. Et que donc tout élément qui pourrait la déstabiliser sont considérés comme des éléments négatifs. Voilà. En gros, c'est comme ça que je pourrais définir, entre autres choses, les affects constitutifs d'un positionnement de droite. Inversement, les affects constitutifs d'un positionnement de gauche seraient d'abord une sorte d'insatisfaction par rapport à l'existant. L'ordre en place ne nous va pas. Et que donc à ce titre-là, tout ce qui pourrait le déstabiliser est a priori vu d'un bon œil. Même si au bout du compte, ça peut s'avérer une mauvaise piste. Bon. Et donc, la disposition positive devant ce qui vient et devant les mutations en cours pourrait être considérée comme un affect de gauche. Or, dans le règne animal, se profile un scénario paranoïaque, à savoir, attention, il y a des mutations génétiques qui font que les animaux, des créatures sont en train d'apparaître partout dans la société,
et donc nous menace l'existant. Et là, donc on part sur un scénario paranoïaque de droite. Et en fait, et c'est le très beau renversement du film, très très beau, en fait, ces créatures-là vont être regardées, filmées, avec énormément de douceur au bout du compte. Pas toujours, il y a des scènes un peu plus violentes. Ouais. Mais l'homme-oiseau, par exemple, est une créature tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs dans le film, moi je l'appelle l'homme-oiseau. C'est une créature tout à fait émouvante. Et il y a ce moment qui restera pour moi le plus beau du film, et un des plus beaux moments de l'année d'ailleurs dans le cinéma. C'est le moment où il y a une succession de plans sur les créatures dans la forêt, où elles se sont un peu réfugiées parce que de fait, ça va mal tourner pour elles et que les CRS vont reprendre la main. Et à ce moment-là, nous sommes vraiment du côté des bêtes. Nous sommes vraiment du côté des créatures, nous émouvant de leur sort à venir. Et elles sont par ailleurs, comment dire, elles sont intéressantes, elles sont, je dirais, émouvantes. Ouais. Et donc un film qui rend émouvant et nous fait nous attendrir sur des créatures qui, dans un film paranoïaque, seraient au contraire comment dire, la menace absolue dont il faut absolument se dépêtrer, c'est un film, tant qu'elle situait quelque part, je dirais plutôt de gauche, oui, vraiment. Et vraiment, ceux qui ont vu un film plutôt qui était du côté des forces de l'ordre, là c'est pareil, ils ont été aveuglés peut-être par leur propre grille politique et qu'ils ont oublié de... Parce que c'est ça aussi le problème avec les grilles politiques, c'est que parfois elles nous aveuglent et on oublie de regarder simplement le film, sans immédiatement plaquer des discours dessus. Moi, il faut vraiment se méfier des discours finalement au cinéma. Moi, je passe mon temps à pondre du discours, enfin, je veux dire, des discours au kilomètre sur le cinéma. Mais quand on est un spectateur de cinéma, je crois que l'idée, c'est de retenir le plus longtemps possible les mots, quoi, les énoncés qui vont se plaquer sur le film et qui vont un peu l'entraver ou l'obturer en quelque sorte. C'est ce que dit Godard, vraiment. Il dit, mais un film, ça se voit, ça se dit pas, quoi. Je dirais qu'il faut laisser les mots de côté et essayer de faire rejouer notre capacité optique avant tout. C'est pour ça que tellement de malentendus se créent ou tellement de disputes se créent à partir du moment où ça va être un peu grille contre grille, quoi. Bon, peut-être que des gens qui ont trop d'affects policiers ont voulu absolument que le règne animal soit homogène à leurs propres affects. Et c'est ça qui les a rendus des spectateurs semi-clairvoyants. Alors qu'il y a vraiment des petites scènes, justement, les jeunes qui veulent vivre justement avec les créatures, qui essayent de les défendre et tout. Enfin, il y a tellement de petites scènes comme ça, au contraire, effectivement, qui dit l'inverse complètement, que c'est pas un film de droite ou quoi. Non, mais j'ai essayé, plusieurs fois j'ai essayé, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que, tu vois, là, je viens de te citer une scène précise. Comme d'habitude, je pense que le juge de paix des débats sur un film, c'est toujours le film, quoi. Alors, il n'y a pas d'objectivité d'un film. Chacun s'en saisira subjectivement selon son capital affectif ou son patrimoine affectif. Il y a quand même des éléments objectifs. Et par exemple, celui-là, je constate dans le film qu'au bout du compte, quand les CRS attaquent les créatures, nous sommes plutôt des créatures que du côté des CRS, du côté des créatures que du côté des CRS. Voilà. Enfin, je ne sais plus si c'est des CRS ou d'autres forces d'intervention policière. Mais ça mélange tout. Après, à la fin, ça se mélange, en fait. C'est à la fois par les habitants et par les forces de l'ordre. Voilà. Oui, parce qu'il y a forcément parmi les habitants des gens qui ont un réflexe de milicien, quoi, qu'on connaît bien, mais oui, bien sûr, mais qui n'est pas vu sous un jour très positif, je crois, par la caméra de Caillet. Oui, tout à fait. Ouais, et puis Caillet, il le dit depuis le début, justement, il est contre l'autoritarisme. Enfin, avec son premier film, déjà, il critiquait beaucoup ça, même si c'est une histoire de deux jeunes qui vont vers l'armée, mine de rien, c'est pour critiquer aussi ce côté-là, enfin, tout le côté... forces armées, etc. Quoi. Donc, il se sert vraiment de son cinéma pour dire qu'il n'y a pas que ça, en fait, pour exister, pour se construire, etc. Quoi. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que le destin dans Les Conquérants, c'est comme ça que ça s'appelait Non, Les Combattants. Les Combattants ouais, un truc comme ça, mais je ne me rappelle plus du titre. Un trou culturel. Ouais. Les Combattants. Oui, Les Combattants, c'est ça. Ouais, Les Combattants. Que je trouve vraiment un très beau film aussi. Ouais. Et oui, je trouve qu'il était dans le bon point parce qu'à la fois, il prenait au sérieux la paranoïa, justement, de Adèle Haenel, j'ai oublié son prénom dans le film, et qui donc, elle, était plutôt sur un mode survivaliste, quoi. Je veux dire, attention, la fin du monde approche, il faut s'organiser, il faut se militariser, il faut prendre un treillis, il faut s'entraîner, quoi. Et j'aimais bien qu'il la prenne, comment dire, au sérieux.
qu'il y avait quelque chose d'une lucidité chez elle, possiblement. Mais c'est vrai qu'au bout du compte, le projet militaire faisait pchit. Ouais. Et c'est cette espèce d'affaissement de l'énergie militaire qui peut effectivement situer Kaya plutôt à gauche, quoi. Plutôt qu'effectivement des films comme Dune, qui sont, je veux dire, toujours les premiers, jamais, en tout cas jamais, toujours promptes à construire des grandes architectures graphiques qui sont complètement alignées sur l'iconographie militaire. C'est ça, moi, pour moi, c'est là qu'on voit les vraies sensibilités des cinéastes. C'est quand ils... oui, oui, dans les combattants, il y a un moment, on voyait bien que à la fois Kaya et les deux héros, le couple héros, ne s'amusaient plus du tout de cette espèce de bascule militaire du film. Et donc, faisait presque une espèce de pas en arrière par rapport à ça. Il faut toujours regarder les trajectoires des films, et en général, ça permet de comprendre leur sensibilité profonde. Alors là, j'aimerais revenir à un de tes films que tu as fait, le film Autonome. Je t'avais entendu parler de ce film dans une émission de radio. Et donc, du coup, des gens qui te disaient ah oui, il y avait une scène, effectivement, je savais pas. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Et c'est ce qu'on appelle un peu des scènes dites pour les cinéphiles, quoi. Et effectivement, moi, je n'ai pas vu cette scène. Est-ce que tu peux la décrire, du coup, et essayer de voir comment on repère un peu cette scène-là, justement, pour ceux qui n'ont pas l'œil comme ça, comme ouais. moi. Alors, c'est compliqué de la décrire abstraitement. Je vais essayer d'être simple. Après, je peux aussi inviter chacun à aller voir ce film qui est disponible ici ou là, en DVD ou ailleurs. Il se trouve que dans le film, c'est un documentaire, mais il y avait dans ce film un personnage que je présentais comme un personnage réel, que je faisais tout pour présenter comme un personnage réel, qui était une sorte de survivaliste d'ailleurs, tu vois, on en parlait, quelqu'un qui avait décidé, puisque le film portait sur l'autonomie, et donc lui, il incarnait la version radicale de l'autonomie, il habitait dans une grotte. Et donc on le suivait un peu comme un reportage télé, d'une certaine manière, avec caméra à épaule, et on le suivait dans plusieurs épisodes de sa vie, en tout cas de sa vie quotidienne, plusieurs configurations auxquelles il est confronté en tant que type qui habite seul dans une grotte et qui doit se démerder. Bon, alors il se trouve que au fil des séquences, j'escomptais que mon spectateur se rende compte qu'en fait, ce personnage était un personnage de fiction, qu'il était joué par un acteur que j'avais dirigé et que tout était écrit. Mais je me rendais compte quand le film est sorti, que je l'ai présenté ici ou là, enfin que j'ai beaucoup discuté avec des spectateurs, qu'en fait, certains terminaient le film sans avoir pigé le truc, enfin sans avoir... en ayant absolument cru que c'était un personnage documentaire. Bon, évidemment, ce qui d'ailleurs me réjouissait beaucoup. Je me disais, tiens, bah, du coup, j'ai bien réussi mon coup, quoi. Ou alors, on a l'acteur le plus merveilleux de la décennie, quoi. D'ailleurs, c'est un grand acteur. Méconnu, mais grand quand même. Mais surtout, je voyais que d'un spectateur à l'autre, en fait, ils ne pigeaient pas au même moment. Il y en a certains qui pigeaient au bout de 2 scènes, et d'autres qui pigeaient au bout de 4, et puis d'autres qui pigeaient vers la fin, quand ça devenait vraiment bizarre ce que faisait ce mec. Il y avait quand même des scènes un peu bizarres. Donc là, quand même, on commençait à se dire, il y a un poteau rose. Mais oui, effectivement, au montage avec Élodie Fiaban, la monteuse du film, on avait glissé malicieusement un plan, et on se disait entre nous que ça, c'était le plan pour les cinéphiles qui leur permettrait de comprendre tout de suite le problème. Mais en fait, je pense que c'est pas cinéphile qu'il aurait fallu dire. C'était plutôt pour peut-être les spectateurs qui ont les yeux les plus grands ouverts. Moi, je crois à ça. Je ne crois pas du tout qu'il y ait les illettrés et les non-illettrés. Je ne crois pas du tout qu'il y ait les sachants et les non-sachants. Je crois quand même, oui, qu'il y a peut-être des capacités optiques supérieures chez certains que chez d'autres. Il y a des meilleurs spectateurs. Il y a des gens qui ont une capacité de concentration, qui ont une capacité d'attention. Oui, oui, le monde est fait d'inégalités, hein. Moi, je suis bien moins bon au tennis que Djokovic. C'est comme ça. Ça se joue à pas grand-chose, mais au bout du compte, il est quand même meilleur que moi. Bon, il est possible que des gens aient une capacité, parce que comment dire, c'est une épreuve optique tout à fait extraordinaire, un film, hein. Il y a plein de trucs à voir en même temps. Et il y a aussi des trucs à entendre. Donc, il faut faire marcher ses oreilles et ses yeux. C'est quand même une drôle d'aventure de la perception. Donc, oui, je crois que sans doute d'un cerveau à l'autre, d'un spectateur à l'autre, si la science pouvait réaliser ce genre de bilan ou d'études, on s'apercevrait que tel spectateur a réussi à enregistrer 154 informations en voyant tel film, et puis l'autre, il en serait à 78. Des informations sensorielles, je dis bien. Et donc, ce plan-là, il était très furtif. Je ne vais pas le décrire parce que c'était vraiment un saut de montage qui rendait totalement absurde et impossible
la simulation de reportage qu'on avait faite. Si vraiment ce truc était un reportage pris sur le vif, alors que ce plan était impossible, parce que c'était une espèce de contre-champ complètement absurde. Mais il était extrêmement rapide. C'était un contre-champ qui durait, on l'avait monté quoi, 4 ou 5 secondes. C'était dans un poulailler, pour tout dire. Donc voilà, je laisse les gens curieux le découvrir. Bon, bah, certains l'avaient vu, ce plan. Certains ne l'avaient même pas vu, il était passé inaperçu. Et parmi ceux qui l'avaient vu, parce qu'ils étaient un peu attentifs, certains s'étaient dit, mais c'est pas possible en fait, parce que s'ils suivent le type dans sa vie, s'ils le suivent vraiment au fil de sa vie, ils n'ont pas pu aller tourner ce plan dans le poulailler, parce qu'en fait c'était un moment en plus où ils volaient une poule. Donc une équipe de journalistes n'aurait pas pu quand même rentrer dans le poulailler alors qu'ils venaient de filmer un type qui volait clandestinement, par définition, une poule dans un poulailler. Enfin bref. Et oui, de fait, bah oui, pour 200 spectateurs dans telle ou telle salle, bah, il y en avait 7 qui s'étaient dit que c'était pas possible, et puis d'autres qui n'avaient rien vu. Mais là, encore une fois, c'est l'histoire d'œil. Je pense pas. Alors peut-être qu'effectivement, d'avoir fait du montage, d'avoir été soi-même un praticien du montage et un praticien du cinéma, aiguise votre œil. Oui, bien sûr. C'est moi d'avoir fait du cinéma comme documentariste, collectivement ou individuellement et un peu en fiction. Ça m'a rendu sans doute un peu plus clairvoyant sur le cinéma. Mais encore une fois, je crois que quiconque serait quand même à même fondamentalement de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce plan. Ça ne demande pas une grande expertise en fait. Pour moi, il n'y en a qu'un pour l'instant qui a réussi à mener 3 choses en même temps, c'est Glaser avec la zone d'intérêt, de son image et l'histoire. Là, pour moi, c'est en tout cas dans la lecture de ce que je regarde dans les films, pour moi, là, il m'a mis une sacrée claque parce que, pareil, avec le respect de la mémoire des Juifs et tout, il n'en a pas rajouté, comme on aurait tendance à faire dans certains films et tout. Il a vraiment respecté la mémoire en fait de ses victimes et ça, je lui tire vraiment mon chapeau. Par rapport à ça, je ne sais pas ce qu'il va faire comme prochain film, mais je pense que déjà, il est arrivé au niveau, quoi. Le problème, c'est que Glaser, on l'aime beaucoup. Enfin, moi, je l'aime de plus en plus, surtout depuis la zone d'intérêt. Mais j'ai revu aussi Birth, qui est un très bon film. Puis aussi, Under the Skin, il y a quand même des choses merveilleuses dedans. Je trouve le film un peu inégal, mais... C'est ce que j'ai pas aimé, pour l'instant. Bah, revois peut-être maintenant que tu as bien vu de quoi il était capable dans zone d'intérêt, tu t'apercevras qu'il y a quand même des choses qui étaient déjà là. Enfin, qu'il y a des modes de filmage, notamment, qui sont assez proches. Mais non, le problème, c'est qu'il fait un film tous les 10 ans. Donc, j'ai peur qu'on attende encore longtemps. Mais... Après, sur la zone d'intérêt, je pense que tu vois, c'est intéressant parce que moi, je crois que le film est d'une immense simplicité. Ça, c'est vraiment compréhensible par tout le monde, même s'il pourrait paraître très sophistiqué dans son dispositif, blabla. Mais en fait, bon, nous, on a fait une gêne occasionnée dessus. Moi, je crois que j'ai dit, et mon acolyte aussi d'ailleurs, que des choses simples. On décrit des plans, quoi. On dit, bah voilà, ah oui, bah donc en fait, elle se comporte comme une maîtresse de maison, comme une petite propriétaire, en fait, cette héroïne-là, tout nazie qu'elle est, finalement, elle est avant tout une maîtresse de maison. Très, très contente de s'être appropriée une maison, d'avoir investi une grande maison bourgeoise, elle qui vient du prolétariat. Bon, bah ça, je veux dire, c'est dans le film, quoi. Et après, oui, si tu prends, par exemple, tu vois, moi, j'essaie de décliner toujours le sujet du jour. La fin, que moi j'adore, l'espèce de saut dans le Auschwitz contemporain, si je puis dire, dans le musée. Moi, je veux dire, il y a ce que je trouve le plus génial dans cette séquence, je ne vais pas revenir sur la gêne occasionnée, mais c'est vraiment le coup des femmes de ménage. Moi, c'est vraiment ça que je trouve fort. C'est ça que je trouve très singulier et très inattendu. Bon, ben ça, tout le monde s'en est rendu compte, c'est pareil. Hein. Je veux dire, n'importe quel spectateur a sans doute dit, ah bah tiens, il y a des femmes de ménage, ok, ils nous montrent des gens faire le ménage dans le musée, quoi. Après, ce qui est bizarre au début, parce que du coup, on ne sait plus dans quel temps on est, en fait. Oui, tout à fait. Ça crée un trouble énorme. Mais il aurait pu se contenter, encore une fois, de montrer tout simplement l'état de chaussure, l'état d'ossement, enfin le four crématoire, tel qu'on peut le voir dans le musée, en tout cas sur le site d'Auschwitz. Mais il a choisi de montrer ça avec des femmes de ménage. Donc là je pense que oui, normalement, c'est ce qu'il y a de plus étonnant en fait dans la scène. Et comme c'est ce qu'il y a de plus étonnant, c'est sans doute ce qui doit déclencher notre réflexion. C'est-à-dire, et là-dessus, nous sommes tous égaux.
nous sommes tous égaux. Il y a pas un manuel de lecture de la dernière scène de Glaser qui existe, quoi. Il y en aura probablement, des gens vont écrire dessus et on pourra aller les lire. Mais on n'a pas besoin, pour moi, d'aller lire tout ça. Chacun est à même de se faire sa petite réflexion à lui sur, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il a choisi de saisir le musée d'Auschwitz dans ce moment-là et de nous y guider d'ailleurs, de déambuler dans ce musée par l'intermédiaire des déplacements et des tâches ménagères. Bah voilà, bah chacun est à même de pouvoir y réfléchir. Moi, j'ai ma thèse, j'ai ma petite hypothèse que j'ai donnée dans la Gêne occasionnée. Ça souffrirait d'autres hypothèses, d'autres gens. Mais tu vois, on ne serait pas dans un truc. En tout cas, moi, j'aurais été autant à même en capacité d'y réfléchir à 17 ans qu'à mon âge avancé. D'ailleurs, à 17 ans, il m'arrivait de réfléchir au film, quoi. C'était pas... Et pourtant, j'avais rien lu, j'avais pas de connaissances particulières. Voilà. Je martèle un peu ma thèse, mais comment dire, c'est ma croisade démocratique. Non, mais c'est une bonne transition parce que tu m'as dit, du coup, que pour toi, le cinéma, ça ne s'enseignait pas. Mais par contre, est-ce que quand même l'image s'éduque? Bah oui, bah non, enfin oui et non. Bah, c'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a des choses qui peuvent s'éduquer dans le cinéma et notamment dans son langage. Bien sûr. Bon, après, moi, je crois que c'est très facile de s'y initier. Je veux dire, c'est quand même pas très savant. Ça, je le redis. Et oui, on parle beaucoup d'éducation à l'image, d'ailleurs, dans les consignes officielles ou dans les actions, les orientations officielles de l'éducation nationale. Il faut éduquer à l'image, il faut éduquer à l'image, il faut éduquer à l'image. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il faut que... Bon, je recommande le livre un peu incontournable sur ce sujet de Rancière, qui s'appelle Jacques Rancière, donc Le spectateur émancipé. Voilà. Et je vois qu'il fait un peu le tour de ce genre de questions. Alors, pas en l'appliquant spécifiquement au cinéma, mais plutôt au théâtre, mais peu importe. Et qui dit c'est quand même toujours pénible ces artistes qui voudraient toujours avoir un spectateur qui soit cultivé, parce qu'il serait à même, comme ça, de bien déchiffrer ce qu'on lui dit, et puis surtout qu'il ne se laisserait pas avoir par les mauvaises images, ou la publicité, ou alors la propagande politique, ou alors les manipulations d'images, parce qu'on l'éduquerait à ça. Bon, moi je veux bien, mais il y a toujours cette idée que les gens sont des ignares, des imbéciles qui marchent dans toutes les combines possibles. C'est-à-dire on leur sert n'importe quoi, ils vont rentrer dans le truc totalement. Donc déjà, il y a le postulat de leur bêtise. Et donc après, il faudrait les éduquer parce qu'ils sont bêtes. Alors bah du coup, ça fait devenir des éducateurs. Et donc du coup, il y a des gens qui vont s'auto-bombarder profs de cinéma. Bon bah pourquoi pas, moi je suis pour. Hein. Puisque le droit et la biologie est enseignée, pourquoi pas le cinéma, hein, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais je maintiens que les spectateurs ne sont pas forcément tous des ignares et que la notion même d'ignorance pour un spectateur me paraît très à côté de la plaque, enfin en tout cas très hors de propos. Et surtout, j'y reviens, oui, je vais prendre un autre exemple sur ce qui pourrait s'éduquer, que prenaient aussi tes interlocuteurs dans la discussion précédente. C'est ce qu'on appellerait la culture cinématographique. C'est-à-dire, elle concernerait deux choses devant un film. Bah, j'ai de la culture cinématographique, donc je peux, dans un film, repérer comment il se situe dans l'histoire du cinéma et comment peut-être il pourrait faire des références. Alors, je ne dis pas des clins d'œil, hein, parce que le clin d'œil, on s'en fout, mais des références à des films antérieurs ou alors à des courants esthétiques antérieurs. Ah oui, là, on voit que c'est un hommage à l'impressionnisme allemand, à l'expressionnisme allemand, ou ça, c'est un hommage au néoréalisme italien, ou ça, c'est un hommage au film noir anglais des années 60, ou ça, c'est un hommage à ceci et cela, ou en tout cas, il reprend les motifs du cinéma fantastique américain ou suédois des années 84, et donc, il fait des... Bon. Et donc, comprendre le film nécessiterait qu'on ait un putain de background cinématographique. Il faut connaître le cinéma fantastique suédois de 1984 et puis tout ce que j'ai dit. Bon, moi, comment dire, bien sûr que dans un film, il y a des cinéastes cinéphiles et qui vont s'amuser parfois ou qui même parfois vont dialoguer avec des films antérieurs ou des courants esthétiques antérieurs et des périodes du cinéma antérieur. Ok, moi, je dis que c'est jamais ce qui est le plus intéressant dans un film.
Mm. Donc oui, bien sûr que ça pourra m'aider. Là, par exemple, j'ai vu un film dont j'ai entendu par la suite, en écoutant quelques critiques, qui était truffé de références. Bon, c'est Love Lies Bleeding, tu vois, qui est sorti là il y a une semaine ou deux avec Kirsten Stewart. Love Lies Bleeding, je sais plus, c'est une femme qui l'a fait, une Britannique, et j'ai oublié son nom, je m'en excuse. Bon, c'est un film que j'aime pas beaucoup, mais on s'en fout. Mais surtout, après, bah, je suis allé un peu écouter des critiques, j'ai pas lu grand-chose, j'ai écouté au Cercle et Mon Masque et la Plume. Et puis peut-être ailleurs aussi, peut-être sur France Culture, peu importe. Et à chaque fois, on me racontait qu'il y avait tout un tas de références aux films de machin et à Lynch et bidule et trucs. Bon, moi, j'avais vaguement vu tout ça. J'avais vaguement perçu qu'effectivement, elle recyclait, la cinéaste, beaucoup de choses. Euh, mais c'est pas ce qui va me rendre le film ni plus sympathique ni plus antipathique. À la rigueur, même à la rigueur, moi, ça me le rendrait plutôt antipathique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Il ne fait que recycler. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rejouer des scènes classiques du cinéma américain ou du cinéma américain des années 70 et de refaire un peu, de faire un peu son film américain à son tour, quoi. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Donc, c'est pas du tout à mettre au crédit du film. Et, euh, et du coup, je trouvais que ces spectateurs, très savants, les critiques dont je parle, là, qui étaient... D'ailleurs, les critiques sont toujours très très contents de vous dire qu'ils ont repéré des références dans un film, parce que ça leur permet d'étaler leur culture. Donc, il faudrait qu'ils se calment un petit peu. Hein, faudrait qu'ils... Bon. Mais surtout, ça les dédouanait de voir véritablement le film. Et s'ils n'avaient pas passé la séance, l'heure et demie du film, à choper du Lynch, à choper du machin, du Carpenter, ou je ne sais quoi, dans le film, bah, ils auraient vu l'évidence de la nullité du film, en tout cas de sa médiocrité. Et par exemple, ils auraient vu aussi que décidément Kirsten Stewart commence à être l'actrice la plus énervante de la planète, parce que ça ne va pas du tout ce jeu. Ils auraient vu par ailleurs que le, la fiction était particulièrement manichéenne jusqu'à la bêtise, avec tout un tas de mecs totalement horribles et de femmes absolument dédouanées de leur propre violence. Etc., etc. C'est dommage, j'ai pas entendu tout ça parce que j'ai eu l'impression que finalement, le critique, en tout cas un certain nombre de critiques, avaient joué au savant devant le film plutôt que d'exercer leur regard. Et c'est bien dommage. Donc oui, bien sûr, tu vois, je prends cet exemple-là. Euh, Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer d'être le plus sincère par rapport à ce qui nous est arrivé pendant la séance, par rapport à ce qu'on a vu vraiment dans le film et par rapport à ce qu'on en a ressenti. Et c'est à partir de ça qu'on devrait construire son commentaire et sa critique. Et pas à partir des choses qu'on a décryptées, qu'on a identifiées, qu'on a reconnues, parce que voilà. Bon, il y avait un deuxième aspect d'ailleurs de l'éducation à l'image, un autre pan de ce que pourrait être éduqué à regarder un film, c'est évidemment quand tu regardes un film, c'est de connaître le cinéaste et de connaître ses films d'avant. Bon, bah oui, bien sûr, ça peut aider à, comment dire, à mieux euh, commercer avec le film que de connaître les 3 ou 4 films que le cinéaste a fait avant. Ouais, sans doute que du coup, il y a des choses qui nous apparaissent qui ne nous apparaîtraient pas. Mais je redis, le truc important, c'est ça n'est pas un critère esthétique. Ça n'est pas parce que je repère dans le 12e film de François Ozon qu'il y a des motifs qu'on avait déjà vus dans ses films antérieurs que ça en fera un bon film. Parce qu'à la rigueur, la répétition de motifs nuls ne produira jamais quelque chose de bien. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on repère qu'un auteur est bien un auteur, comme on dit en cinéma, c'est-à-dire qu'il a des choses qui reviennent tout le temps. Ah, ben oui, ça c'est typiquement du Ozon, ça c'est typiquement du machin ou du truc. C'est pas un critère esthétique. Ça, je veux dire, à la rigueur, on se fait mousser en faisant ça. C'est que de nouveau, on étale sa culture, quoi, en disant oui, oui, bah oui. D'ailleurs, il avait déjà eu recours à un personnage comme ça dans son 3e film qui date de 84 que j'avais vu à l'époque. Et hop, ça y est, je frime. Oui. Évidemment, peut-être que ça permet de mieux comprendre un film. Mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de comprendre un film, c'est de le voir. Et voilà. Par exemple, je te disais tout à l'heure à propos de Glazer. Comment dire? J'ai vu la zone d'intérêt et j'en pense comme toi que c'est un chef-d'œuvre. Du coup, je vais voir son 2e film, s'appelle Birth, que j'avais pas vu. Que j'ai failli présenter d'ailleurs dans mon ciné-club, puis finalement, on n'a pas eu la copie.
Et j'aime beaucoup le Burf. Et à un moment, je me dis, ah oui, quand même, je comprends quand même que Glaser, il est décidément bien obsédé par... il y a un thème visiblement qui a l'air obsessionnel chez lui et qui est tout à fait présent dans la zone d'intérêt. C'est ce que je pourrais appeler le cycle de la vie. Parce que dans la zone d'intérêt, évidemment, on a une machine de mort, mais il y a quand même un moment où les cendres servent à fertiliser le jardin. Bon, et ça, c'est une figure qu'il y a pas mal dans la zone d'intérêt. C'est comment, au bout du compte, quand même, de la vie peut renaître, et en même temps, la vie produit la mort, qui produit la vie, qui produit la mort, qui produit la vie. Ok, je repère ça dans Burf aussi, puisque dès le début, il y a un type qui meurt, et immédiatement, il y a un cut et il y a un fœtus. Ok, d'avoir repéré ça, premièrement, est-ce que c'est intéressant? Ben, je ne suis pas sûr, en fait. Ouais. Parce que moi, à la rigueur, le cycle de la vie, comment dire, j'ai pas attendu Glaser pour, Pour la raconter. pour réfléchir, pour me rendre compte qu'il y avait un cycle de la vie, qu'effectivement, tout n'est que vie et que mort. Et finalement, Mais je trouve beaucoup que de c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en plus, je trouve que du coup, des fois, on a tendance à manquer d'objectivité. Quand on s'attache trop au nom du réalisateur, on a du mal à dire que celui-ci est moins bon que l'autre parce que c'est machin qui l'a fait. Donc, forcément, il faut que ça soit du génie. On l'a vu avec Spielberg, hein, avec The Fabelman. Moi, j'ai complètement détesté. Mais je c'était n'irai pas impossible contre de le toi. dire. Il n'y aura pas débat entre nous là-dessus. C'est vrai que ça manque de ça. C'est pour ça que moi, en fait, c'est ce que je dis aux copains. Et la première fois que je vais voir le film, je me détache toujours le nom de l'œuvre pour regarder toujours l'œuvre comme une œuvre nouvelle. En fait, je ne mets pas le nom dessus ni rien. Et c'est après, éventuellement, je vais voir, je vais m'intéresser au réalisateur et éventuellement voir ses précédents films. Mais quand elle sort, je vais voir toujours comme une œuvre nouvelle, en fait. Donc, elle peut autant me déplaire que me plaire. Et c'est comme ça vraiment que je regarde des films. Après, hélas, moi je suis comme toi et j'aimerais bien toujours arriver très vierge devant un film, Ouais, vierge d'information, vierge de savoir, vierge de. ouais. Parce que hélas, je suis un savant, j'ai accumulé du savoir sur plein de trucs. Et puis j'ai vu pas mal de films, donc en général quand un film débarque, bah, il est assez possible que j'ai vu au moins un film du cinéaste en question. C'est pour ça que l'expérience super, c'est d'aller voir un film dont on ne connaît absolument pas le réalisateur, genre un premier film d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. On ne sait rien, on n'a pas lu le dossier de presse, et on arrive et on s'en remet totalement à nos yeux. Et éventuellement, après, on peut aller voir ses films antérieurs, ou s'il en fait, ou si elle en a fait. Et là, ça devient intéressant. Et ça peut enrichir notre Ouais. connaissance de l'œuvre, ça peut enrichir, ça peut... Évidemment, tout ça est intéressant. Moi, je suis client de ce genre de trucs, bien sûr. Mais il ne faudrait pas qu'effectivement ça parasite ce qui devrait être l'alpha et l'oméga de la critique de cinéma et donc tout simplement de la fréquentation du cinéma. La fréquentation des films, c'est le film et moi, le film et moi. Et qu'est-ce qui se passe entre mes yeux et cet écran, tout simplement. Et tout le reste n'est que ajout. C'est des couches supplémentaires qui sont des couches intéressantes, qui sont des couches d'érudition, qui sont des couches d'élucidation d'un certain nombre de choses. Mais je reviens vraiment sur cette politique des auteurs, parce qu'on a beaucoup parlé de politique des auteurs récemment, qui consistait essentiellement justement à retrouver l'empreinte d'un même auteur à travers tous ses films. Et l'écueil de ça a été pratiquement de confondre le fait que quelqu'un imposait les mêmes motifs ou les mêmes figures ou les mêmes obsessions ou les mêmes thématiques d'un film à l'autre, ou les mêmes figures de style aussi, et le fait que ce soit un critère qualitatif. Mais c'est pas vrai, encore une fois. Il y a des cinéastes dont je reconnais l'empreinte au premier plan et que je n'aime pas. Non, et c'est même un piège, hein, c'est même un piège comme Tarantino. Finalement, on attend toujours à revenir sur ses anciennes œuvres dans les nouvelles, quoi. Alors que ça se trouve, lui aussi, il aurait vraiment changé et il n'y arrive pas, quoi. Je pense que ça, c'est un truc. Il y a des gens, il y a des spectateurs ou des critiques surtout, hein, parce que là, on parle de gens qui sont des spectateurs actifs, c'est-à-dire ceux qui commentent explicitement les films. C'est ça, un critique, finalement, et publiquement. Il y a des gens qui, encore une fois, je pense qu'ils aiment bien étaler leur érudition, et donc de commenter un film en convoquant les films précédents du même cinéaste est encore un peu une façon de dire, regardez comme j'ai vu plein de films, et regardez comme je connais tout ça sur le bout des doigts, et que je sais que... Je ne dis pas que ce soit toujours ça, parce que parfois, un critique qui fait ça, et il m'arrive de le faire, veut tout simplement apporter des éclairages. Et bien sûr que ça éclaire un peu. Mais il arrive aussi que ça obscurcisse la vision, parce qu'on est tellement
comment dire, on finit par à traquer du Spielbergisme dans tous les films de Spielberg et on oublie de les regarder. Et on oublie de regarder. Il y a quelque chose dont vous avez aussi parlé la fois précédente, c'était le jeu d'acteur, par exemple. Un de tes intervenants disait, oui, mais non, là, sur le jeu d'acteur, moi, je ne suis pas compétent. Parce que pour ça, il faudrait lire des traités d'actorat ou pratiquement se renseigner sur les méthodes, etc. J'ai beaucoup de sympathie pour tes intervenants précédents et d'estime, parce que je les ai écoutés avec plaisir. Mais alors là, je suis en désaccord total avec ça. Mais c'est toujours le même truc. Moi, je veux dire, moi, je me pique d'avoir une certaine attention portée sur les acteurs. J'essaie d'en parler parce que je trouve que la critique n'en parle pas assez. Alors qu'en fait, c'est central dans pas mal de films. Mais moi, l'opinion que je me fais d'un jeu d'acteur ou pas n'a rien à voir avec la connaissance que je pourrais avoir de ce que serait une technique d'acteur. Comme il y aurait des techniques de chef-op et des techniques d'ingé son. Non, l'opinion que je me fais d'un acteur, c'est qu'est-ce qu'il me propose comme rapport au monde en incarnant les choses de cette façon-là. Et ça, ma foi, n'importe qui est capable de trouver tel acteur excessif, tel acteur à côté de la justesse, tel acteur proposant une incarnation tout à fait pertinente de tel personnage ou pas. Enfin voilà, ça je pense que c'est... Et puis après, il y a aussi des goûts très personnels. Hein, je veux dire, des fois, on n'aime pas un acteur tout simplement parce qu'on n'aime pas sa gueule. Et ça se trouve pas dans les manuels non plus. C'est pas dans les manuels que... je me faisais la réflexion, tu vois, récemment. Je revoyais un vieux film avec Mastroianni et je me rappelais, je vais dire quelque chose qui est vraiment proche du blasphème, pardon, hein, épée à son âme, mais je me rappelais que je n'ai jamais aimé sa gueule. Ben, c'est dégueulasse, c'est injuste. C'est comme dans la vie, quand on fait comme ça des espèces d'appréciation physique des gens, c'est tout à fait injuste et tout à fait sommaire et fascisant. Mais c'est comme ça. Petit, je crois qu'il me faisait un peu peur, et puis par la suite, je n'ai jamais pu renouer avec une espèce de rapport pacifié avec le physique de Mastroianni. Ce qui fait qu'en fait, j'aurais toujours un peu de mal à le suivre au cinéma. Tu vois, là, je viens de parler d'un truc qui est très perso, qui n'engage que moi, qui est d'ailleurs totalement bête, mais que je n'ai pas trouvé dans les manuels. Il n'y a pas un manuel qui s'appelle Mastroianni et Bégodeau, histoire d'un divorce, enfin, ou histoire d'une répulsion. Enfin, et donc, je pense que l'appréciation des acteurs, elle est vraiment à la portée de tout le monde. Mais encore une fois, il faut y prêter attention, il faut faire l'effort peut-être de se demander pourquoi telle prestation nous paraît pas juste et telle autre très juste, ou pourquoi tel acteur nous fascine et telle actrice pas du tout, ou l'inverse. Oui, ça demande un tout petit peu de faire travailler le ciboulot quand même. Hein. C'est pas parce que je pense qu'il n'y a pas d'illettrisme en cinéma que je pense que n'importe qui regarde un film et en a immédiatement une espèce de, comment dire, de vision d'une grande lucidité. Non, 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 tout ça, ça demande une certaine attention, une certaine acuité, et peut-être aussi la volonté un tout petit peu de réfléchir à tout ça. Là, c'est une question plus politique, parce que j'ai regardé ta dernière intervention dans Pas de quartier, et donc on t'a posé la question, est-ce que l'extrême droite, la droite a gagné sa culture, sa bataille culturelle, pardon, et tu as dit oui, et moi je suis assez d'accord, et comme exemple, j'avais pris des blockbusters, et de quel que soit le pays, est-ce que ça, tu es assez d'accord par rapport à ça également ou... Voilà. Alors, je vais essayer d'être... À chaque fois que je dis que je vais essayer d'être court, c'est qu'attention, je vais être long. Mais... non, mais vas-y. Hein. Je ne tiens jamais ma promesse de brièveté. C'est vraiment, faut vraiment pas, je suis un mec pas fiable du tout. En tout cas, sur cet aspect. Ce que je crois avoir dit, alors c'était Quartier Général, d'ailleurs, c'est QG dont tu parles, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. D'accord, avec Aude Lancelin et un interlocuteur plutôt d'autre. Ouais, on est allé un peu vite sur cette question parce que moi, mon idée, si tu veux, c'est qu'en bon marxiste que je suis à mes heures ou en bon matérialiste, je crois quand même que fondamentalement, les évolutions d'une société se jouent d'abord matériellement et qu'elles ne se jouent pas sur le plan des idées, la bataille des idées, la bataille culturelle, ce qu'on appelle la bataille culturelle en fait. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'extrême droite a monté en France depuis 50 ans et en Europe en fait pour tout dire et en Occident pour tout dire, c'est d'abord des circonstances matérielles et qui sont, bon pour moi d'ailleurs le premier élément,
et l'émiettement de la classe ouvrière. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui ou dans le détail parce que ce n'est pas le sujet du jour. Il n'en reste pas moins vrai que c'est vrai qu'il y a aussi une bataille culturelle dans le même temps, qui est un peu encastrée d'ailleurs dans la bataille matérielle. Les idées, la matière, tout ça, ça va ensemble. Et à un moment, les faits culturels deviennent des faits sociaux, des faits matériels aussi. Et donc, probablement que la circulation des discours, des idées et des œuvres d'art d'ailleurs, puisque évidemment la culture joue beaucoup là-dedans, finit par opérer dans une société. La place des médias, ça fait partie disons, du champ culturel, on va dire, ou du champ des discours. Elle est quand même importante dans la donne politique et probablement qu'il y a aussi une responsabilité des médias, comme on dit, dans l'évolution politique par exemple, de la France, dont on est en train de voir une sorte de climax. Climax ou pas, d'ailleurs, on verra. Non, ouais. Moi, je m'y attendais un peu, justement, par rapport à ce que les gens aiment dans la culture populaire. Moi, je m'y attendais, honnêtement. Enfin, j'ai pas eu de surprise par rapport à ça. Après, ça serait intéressant de voir si le cinéma a participé au mouvement, quoi. Est-ce que, d'une certaine manière, il a apporté son tribut à la fascisation des sociétés occidentales et des mentalités? Je le dis un peu rapidement, hein, c'est peut-être pas le mot le plus pertinent en fascisation, mais on se comprend. Écoute, je sais pas, ça dépend aussi des films, ça dépend de ce que voient les gens. Moi, j'ai l'impression que parfois le cinéma est plus un symptôme qu'un agent. Enfin, c'est pas tant un lieu qui façonne les mentalités qu'un lieu qui en est la chambre d'écho, en fait, qui accueille les mentalités et qui les symptomatise. Tu vois, un film comme Bac Nord, par exemple, à mon avis, ne produit pas des spectateurs d'extrême droite. En revanche, son succès fait symptôme du fait qu'il y a visiblement dans le public populaire un nombre significatif de gens qui sont disposés et qui sont fabriqués de telle sorte qu'ils sont disposés à avoir beaucoup de sympathie pour un récit comme celui-là et à y passer, enfin, à se sentir presque soulagé. En tout cas, il y a une valeur d'exutoire d'ailleurs dans Bac Nord, moi je dirais de catharsis pratiquement. C'est quand même des flics blancs qui vont niquer les Arabes et des Noirs, et donc je pense qu'il y a une espèce comme ça de libido raciste qui se met au travail. Cette libido raciste, c'est pas Bac Nord qui l'a inventé. Lui, il ne fait que l'utiliser et comment dire, lui donner satisfaction. Mais cette appétence raciste ou cette constitution raciste, elle s'est jouée ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut toujours un peu remettre le cinéma à sa place aussi. Après, il est possible qu'une somme de films, des tendances lourdes de la production, finissent aussi par façonner des mentalités, ça c'est sûr. En tout cas, participent de la construction des mentalités. Ça, je suis assez d'accord, hein. Il n'y a pas de raison que ça n'opère pas au même titre que ce qui peut nous arriver dans la vie, notre situation au travail, notre situation familiale, et puis, je sais pas quoi, notre éducation générale, ou le lieu où on habite, la classe sociale dans laquelle on a grandi, etc. Donc, bien sûr que tout ça, c'est dans la donne. Après, je te ferai remarquer quand même que tu vois par rapport à, comment dire, l'extrême droite est en train d'advenir. On ne peut pas dire que l'extrême droite soit extraordinairement féministe. On est d'accord là-dessus. Or, depuis une dizaine d'années, au diapason d'un mouvement plus général, nous avons vu apparaître énormément de films qui, en tout cas, se prétendaient féministes, ou en tout cas affichaient leur ambition féministe, en montrant, en faisant droit, en visibilisant telles héroïnes qui avaient été invisibilisées, en exhumant telle figure historique que le masculinisme ou le patriarcat avait eu tendance à occulter, en promouvant des femmes puissantes et des femmes émancipées, en racontant des scénarios d'émancipation féminine par rapport à une emprise masculine, etc., etc., en faisant droit beaucoup aux violences aussi sexuelles et sexistes. Bon, alors tu vois, qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce qu'on dit que ces films ont eux-mêmes aussi été... ont participé d'une sorte de prise de conscience féministe générale, ou est-ce qu'ils ont été finalement des coups d'épée dans l'eau par rapport à l'énorme tsunami viriliste qui est en train de nous submerger? Moi, peut-être que ça vient aussi du fait que je crois que les spectateurs de Bac Nord, ils vont pas voir les films féministes. Peut-être que c'est ça, en fait. Les gens qui aiment bien Novembre et Bac Nord, pour citer l'œuvre de Jiménez, bah, ils vont pas voir les films de Kelly Reichardt, hein, pour prendre pour moi une des plus grandes cinéastes vivantes, mais surtout une cinéaste absolument féministe aussi. Donc,
Tu sais, Non, en fait, si j'ai ouvert cette chaîne, c'est parce que je me pose vraiment la question de l'image, de la puissance de l'image au cinéma. Parce que c'est en 2009 quand j'ai découvert Avatar et que je me suis dit, oh putain, il s'est passé un truc. Mais le putain dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que j'ai découvert à travers Hollywood qu'ils avaient trouvé encore une nouvelle façon de pouvoir faire passer des messages, en tout cas racistes, à travers des films de super-héros. Et je trouve que ça me l'a confirmé 10 ans plus tard avec le film Joker. Et du coup, je me dis ça, à force de continuer justement à faire des films comme ça, et en plus des films qui marchent, qui font des millions d'entrées, voire parfois des milliards d'entrées, je me dis quand même, c'est qu'à force aussi, ça infantilise, mais aussi ça formate en fait un esprit de spectateur et qui n'ont plus aucun recul pour pouvoir critiquer ces films-là. Et c'est ça qui me terrifie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour justement questionner tout ça, la force de l'image au cinéma en fait. Voilà. Mais moi, j'espère que ta chaîne aura autant d'influence que Avatar. Mais attends, on est au début. On est au début. Va savoir si dans 5 ans, tu n'auras pas autant d'audience. Ouais, faut être optimiste toujours. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières ou un truc comme ça. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais tu vois, de la même façon, comment te dire, si jamais il y a du racisme dans Avatar, moi j'ai l'impression que d'abord, je pense que c'est très largement un impensé d'ailleurs de Cameron plutôt que quelque chose de conscient, mais ça, à la rigueur, ce sera un autre débat. Et si ça plaît aux gens, c'est que les motifs racistes ne leur déplaisent pas. Et si les motifs racistes ne leur déplaisent pas, c'est que ça vient aussi d'une longue histoire qui passe pas par le cinéma, qui passe par tout un tas d'autres choses, quoi, qui passe aussi par un certain passif colonial de l'Occident. Et là-dessus, nous sommes, nous, Français, très concernés. Et que donc, finalement, les motifs racistes nous échappent un peu parce qu'on les a déjà tellement inscrits en nous, de façon d'ailleurs plus ou moins agressive, plus ou moins inconsciente et plus ou moins assumée, mais qu'en fait, on est moins au taquet, ou en tout cas vigilant sur un certain nombre de figurations racistes ou comment dire, d'agencement raciste, si je puis dire. Donc voilà, après, c'est vrai que le cinéma, à sa part, surtout quand il a une visibilité comme celle d'Avatar, c'est évident qu'il participe. Disons qu'on dira que pour le moins, le cinéma aura légèrement entériné un état de fait, une espèce de glissement droitier général de des sociétés occidentales. Le cinéma aura, en tout cas le cinéma mainstream, mais par définition, le cinéma mainstream, il vise le grand nombre, et peut-être que du coup, visant le grand nombre, il essaie de repérer les tendances qui sont déjà majoritaires, et il les des Et si la tendance majoritaire, c'est la réaction, c'est des espèces de pulsions réactionnaires, et les cinémas seront à l'unisson des affects majoritaires. De la même façon que je pense que les gens qui ont produit Bac Nord, ils se sont dit, wow, on est quand même dans une France où le FN fait 20% ou 25%, je ne sais pas combien à l'époque. Ouais, apparemment, il y a quand même une grosse montée du racisme en France. Par ailleurs, on s'est pris des vagues d'attentats, donc les gens ils sont quand même un peu remontés contre l'islam là. Donc, à la rigueur, on va pouvoir y aller. À mon avis, il y a un public pour aller voir Bac Nord. C'est comme ça que ça s'est joué. Et si les mêmes producteurs qui n'ont d'idéologie que leur boutique avaient observé qu'au contraire, l'ère du temps est tout à fait progressiste, antiraciste, décolonial et autres, ils auraient peut-être demandé à un autre cinéaste de produire un film antiraciste, enfin en tout cas qui ferait droit au contraire à la grande humanité des gens des quartiers nord et à la grande inhumanité des flics et en plus à leur méthode plus ou moins milicienne. Tu sais, le cinéma mainstream des années 70 était quand même beaucoup plus à gauche aux États-Unis, mais parce que l'ère du temps était plus à gauche. Voilà, donc tu pouvais avoir, je sais pas, Jane Fonda qui jouait une prostituée et c'était un personnage émancipé. Tu pouvais avoir un film comme La Porte du Paradis, bon, même si ça s'est mal fini financièrement, mais qui est un film fondamentalement anarchiste. Je veux dire presque strictement. Et d'ailleurs, Deer Hunter aussi, quoi qu'on dise. Deer Hunter a été beaucoup taxé de racisme. Je crois que c'est surtout un vrai film anarchiste. Qui avait été multi-césarisé, enfin oscarisé, et voilà, qui avait, comment dire, qui s'était fait avec des deniers conséquents. Donc bon, pour te rassurer, ou pas d'ailleurs, non, je dirais ou pas. D'ailleurs, au bout du compte, ou pas, parce que si le cinéma était le problème, le problème ne serait pas si profond. Il suffirait de faire des films de gauche et bam, hop, on est reparti comme en 1917. Et là, j'ai l'impression que le mal est plus profond et que le cinéma ne fait que, encore une fois, être la crête, enfin, je veux dire, l'écume d'un phénomène beaucoup plus profond qui, oui, s'appellerait le glissement néolibéral autoritaire des sociétés.
Bah, ça, du coup, la question, c'était, on a aussi répondu dans la première vidéo, mais c'est quand même une question de Valérian, du coup, qui a participé au débat. Bah, du coup, à se poser toutes ces questions, est-ce qu'on ne rend pas, du coup, le cinéma élitiste? Ben, Ça, moi, c'est je la pense dernière. que mon propos d'aujourd'hui est, je peux avoir parfois des petites résurgences d'élitisme en moi, ou peut-être même des pulsions d'élitisme, voire même de condescendance et de mépris. Je pense que personne n'est exempt de ce genre de choses. Il m'arrive d'avoir du mépris pour les goûts esthétiques d'autrui. Ça m'arrive, hein, vraiment, je l'avoue, devant les millions de spectateurs. Euh, donc voilà, nul n'est exempt de tout ça. En revanche, mon propos de ce soir, j'essaierai d'y être le plus, comment dire, conforme. C'est pas le mot que je cherchais, mais peu importe. Euh, D'en être le plus digne possible du propos. Il est absolument démocratique. Enfin, je veux dire, au contraire, c'est vraiment anti-élitiste, puisque c'est dire, euh, comment dire, tu pourras toujours, n'importe qui peut s'emparer d'un film et circuler dedans très très bien, du moment qu'il a des yeux et des oreilles. Voilà. Mm. Quiconque est pourvu d'yeux et d'oreilles, eh bien, pourra être un spectateur de cinéma aussi digne qu'un autre, enfin aussi talentueux qu'un autre. Donc non, pour moi, il n'y a aucun élitiste là-dedans. Je crois que où est-ce que ça se jouerait? Est-ce que c'est élitiste de préférer, oui, de préférer un film de Cyril Schaoblin, un film suisse-allemand qui parle des anarchistes de la fin du 19e, plutôt que Mad Max? Je ne sais pas si c'est élitisme en fait. Je ne sais pas. Mm. Moi, parfois, quand j'entends les fans de Mad Max me parler de Mad Max en convoquant une science infinie sur George Miller, La vie, la mort, l'Australie, la vie, la mort, Mad Max, attention, le 1, le 2, le 3, le 4, le 6, le 12, et puis la technique, et puis ça s'est fait avec telle caméra, mais en même temps, ouais, ils ont filmé dans le désert, mais ce jour-là, il y avait des filtres, parce que voilà, en gros, voilà. C'est eux les savants. C'est eux qui tiennent un propos élitiste. Donc moi, je pense que ça ne tient pas vraiment au film même, ça tient à la façon dont on en parle. Alors peut-être que les gens qui écoutent La Gêne Occasionnée me prendront en flagrant délit parfois de distinction, d'élitisme et d'un excès de sophistication qui confine pratiquement à l'obscurité. Peut-être. Il y a peut-être des gens... moi, j'ai toujours l'impression d'être simple dans ce que je dis. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je méconnais les, la- l'élitisme profond de mes interventions sur le cinéma. Mais bon, en tout cas, j'essaie de me soigner. Ça, c'est une question que je viens de rajouter parce que je trouve que ça y rejoint. Qu'est-ce que tu en penses de la question qu'on se pose toujours sur la cinéphilie? Qu'est-ce que c'est la cinéphilie? Qu'est-ce que c'est le cinéphile? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je déteste, Bah, mais... tu vois, ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, ouais, ouais, non, moi, j'ai jamais été à l'aise avec ce mot. Bon, quand on le prend au pied de la lettre, ce mot, il est très beau. C'est amour du Oui, cinéma, voilà, tout va bien. Et c'est alors, ça. donc, je veux dire, là, on n'est pas dans l'élitisme, on est dans. Chacun est à même d'aimer le cinéma. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de gens qui aiment le cinéma et qui sont de niveau culturel tout à fait hétérogène, de niveau d'études, de diplômes, de connaissances objectives du cinéma. Beaucoup de gens aiment le cinéma. Et il faut maintenir ça. C'est pour ça qu'il y a un enjeu fort sur le cinéma, parce que ça reste quand même avec la musique populaire. Évidemment, il y a des musiques plus distinctives, mais la musique, ce qu'on appelle pop, en fait, originellement, populaire, quoi, d'amplitude, enfin, une espèce de visée massive, quoi, sur un auditorat massif. Bon, ben, le cinéma est à peu près pareil, quoi. Il y a des cinémas à peu près partout. Il y a des gens qui regardent des films dans tous les pays du monde, alors sur tous les supports possibles et imaginables, avec parfois un parc de salles très, très inégal d'un film, d'un pays à l'autre. Nous, on a un parc de salles extraordinaire, et les Anglais un peu moins, les Italiens un peu moins, et alors peut-être dans d'autres pays encore moins. Mais quand même, tout le monde regarde des films. Bon, c'est quand même quelque chose. C'est pour ça que je veux absolument protéger un de ces derniers bastions de la possibilité d'un art populaire et accessible à tous. Ce qui ne veut pas du tout dire uniformisation, chacun s'empare des films comme il l'entend, mais au moins, a priori, chacun est égal devant un film. Mais du coup, j'ai oublié ta question, pardon, tu me disais... La Oui, cinéphilie, qu'est-ce que tu penses de la définition? ouais, parce que je surglosais en étant très bavard la notion de cinéphilie.
Mais il est vrai que dans l'usage, le mot cinéphile a pris finalement un autre sens que ce qu'induirait sa seule littéralité ou sa seule étymologie, si on veut. C'est que c'est devenu une certaine race de gens, presque une espèce de sociotype, le cinéphile, apparu en gros dans les années 40-50, et notamment en France. C'est un peu les Français qui ont inventé la cinéphilie, telle qu'on l'entend maintenant. Et c'était ces espèces... Alors beaucoup des mecs d'ailleurs, ça a été très masculin pendant très longtemps la cinéphilie. Ça l'est moins maintenant, mais encore un peu. Un petit passif masculin qui perdure. Et donc, ça consistait, moi j'ai un peu donné là-dedans quand j'avais de 20 à 30 ans, on est une bande de garçons et on voit 3 films par jour et on va voir les films. Et puis quand on va voir les films, on est au café, puis on parle des films, et puis après on enchaîne sur un autre film, et puis etc. Puis on en parle, on en parle, on en parle. Et chacun étale un peu sa culture, il y a beaucoup d'érudition. Et là, la cinéphilie est devenue le lieu un peu de l'érudition, justement. Non pas de l'amour du cinéma, mais de la connaissance du cinéma, la connaissance érudite du cinéma. Je crois qu'à un moment, nous, on se foutait de la gueule de certaines personnes qu'on appelait des cinéfiches et non pas des cinéfils. C'était des gens dont on avait l'impression qu'ils faisaient des fiches tout le temps chez eux. Ils avaient une espèce, surtout un placard avec des fiches. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et des fiches, alors Spielberg, ouais, date de naissance, liste de tous les chefs-op de Spielberg, liste de tous les ingé-sons avec lesquels il a travaillé, temps de montage pour tel ou tel film, alors 3 mois pour Duel, 6 mois pour machin. Ils faisaient des fiches. En tout cas, ils avaient les fiches dans leur tête, quoi. Et la cinéphilie avait beaucoup donc à voir avec ce que j'ai essayé un petit peu de réfuter ce soir, à savoir l'érudition. Donc de ce point de vue-là, moi, je me suis jamais senti concerné par la cinéphilie. Moi, je suis pas un type très cultivé, par exemple sur le cinéma. Hein. Dans la critique, et il y a des universitaires qui sont 1000 fois plus cultivés que moi, je veux dire, ou des gens, voilà, des gens comme ça qui auraient professionnalisé leur amour du cinéma, en tout cas leur pratique de spectateur. Moi, j'ai d'énormes trous culturels et peut-être parce que, non pas par haine de l'érudition, mais parce que c'est pas mon rapport au film. Je n'ai pas toujours besoin de. J'ai toujours l'impression qu'en plus, l'érudition sur un film nous dispense un peu, encore une fois, d'exercer le geste simple de regarder le film, quoi. Et que parfois, on va chercher l'érudition comme une espèce de contenance qu'on se donne, parce que devant un film, on est parfois un peu comme un petit peu dans une certaine perplexité, ou alors je ne sais pas quoi en dire. Mais tu sais, je n'ai rien à en dire de ce film. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je crois que j'ai pas tout compris. Et dans ce cas-là, l'érudition va nous permettre d'en dire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est plus pour moi une béquille qu'un vrai outil critique, quoi, ou un vrai outil de spectateur. Bon. Après, les cinéphiles restent des gens éminemment sympathiques. Moi, j'aime bien rencontrer des cinéphiles. C'est bien. Déjà, on parle de cinéma, c'est cool. Ça permet de parler d'un truc intéressant. Et j'ai été un peu sévère avec eux parce qu'il y avait quelque chose d'assez beau dans cette façon d'occuper la ville, de passer son temps à voir des films, à en parler. Bon, bah, je veux dire, c'est pas plus con qu'autre chose. Hein. Donc, toi, Donc, tu voilà, considères vraiment pas que tu es allergique aux mots? Pas allergique, mais du coup, je trouve qu'on juge beaucoup quand on essaie de définir le terme, comme par exemple la vie sociale de la personne. Voilà, je trouve que c'est pas tout le monde qui peut aller au cinéma régulièrement. Pareil, sa vie sociale qu'il a eue avec sa famille. Comme moi, en fait, je suis plutôt une autodidacte, on n'est pas du tout cinéphile dans ma famille. Donc, du coup, je trouve qu'à force de réfléchir sur cette question-là, ça me met beaucoup de gens de côté. Et ça, je déteste ça. Donc, moi, je m'arrête à la première définition qui aimait le cinéma et aimait le découvrir, continuer à le découvrir, par contre. Mais c'est clair, pas de faire quelque chose d'élitiste, même si je donne cette impression-là, parce que je me pose beaucoup de questions, justement, sur le côté artistique, la puissance de l'image, comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais sinon, non, c'est parce que je trouve qu'on juge beaucoup les gens, en fait, en mettant des définitions un peu plus élitistes, justement, sur ce genre de questions. Et c'est vrai que ça, j'ai tendance à prendre plutôt la défense d'autres que ceux qui s'y croient vraiment à travers ce genre de définition. Je vois. Mais en t'écoutant, je me disais qu'il y avait aussi parfois une mauvaise réputation du cinéphile, ou plutôt une image un peu péjorative, voire un peu moqueuse parfois. Le cinéphile serait en gros un nerd, comme on disait dans les années 2000. C'est un type qui n'a pas de vie, quoi, un no-life. Il passe sa vie à regarder des films. Et il y a un petit côté comme ça. Nous, on s'en moquait aussi un petit peu. On appelait ça les cinéphiles de la Cinémathèque à l'époque où on était nous-mêmes cinéphiles, mais qu'on avait quand même une petite distance par rapport à ce drôle de truc. Et on les reconnaissait parce qu'ils étaient tout pâles.
Ils étaient tout blancs parce qu'ils passaient leur vie dans les salles obscures. Et on les soupçonnait aussi d'avoir une vie sentimentale, comment dire, assez pauvre. Et que le cinéma arrivait en substitution d'une vie d'individu pas très épanoui. Donc, ça reste un peu ce petit halo de reproches qu'il peut y avoir, qui peut entourer, pas de reproches, mais de moqueries qui pourrait entourer la société. Mais après, tu as raison, effectivement, pour regarder plein de films, il faut en avoir le temps, et le temps, c'est de l'argent, et donc ça induit une position plutôt bourgeoise dans le corps social, ça c'est sûr. Même si maintenant, il y a quand même une accessibilité des films qui fait qu'en tout cas, pour le moins, on peut voir beaucoup de films sans que ce soit coûteux. Ça, c'est quand même quelque chose. Au moins, il n'y a pas de discrimination financière et économique dans cette affaire, ce qui fait que... C'était le cas d'ailleurs dans les années 50, où le cinéma était tellement pas cher que les prolos pouvaient passer leur vie dans des salles. Ce que, par exemple, Eustache a plus ou moins documenté dans Mes Petites Amoureuses, quand il raconte à peu près son enfance à Narbonne. Eh ben, c'était un fils de prolo, Eustache. Et il bouffait les films. Pourquoi? Parce que c'était pas cher du tout à l'époque. C'était vraiment... Ma mère me dit toujours 50 centimes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire 50 centimes en 1954. Donc voilà, au moins, je pense que la cinéphilie, quand même, ne peut pas être entachée d'un soupçon de distinction économique. Mais par contre, tu as raison. C'est du temps. Et effectivement, le temps est une valeur sociale, quoi, est une valeur distinctive socialement. Ouais. Et les ressources, pour essayer de savoir comment commencer à découvrir le cinéma aussi. Moi, je m'en aperçois que je connaissais seulement en fait, le dixième du tiers du cinéma quand justement je regarde par exemple la chaîne de Samir et que je découvre tous ces réalisateurs. Je suis là à chaque fois, mais en fait, je connais rien, quoi. Enfin, j'ai mes connaissances à moi, mais voilà, quoi. Et du coup, en fait, on ne peut pas tout connaître. Enfin, déjà, à la base, de toute façon, on ne peut pas tout connaître. Et on devrait être plutôt complémentaire que plutôt concurrent, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, après, je pense que oui. Mais tu sais, moi, quand je suis aussi les émissions de Samir, je me fais exactement le même réflexe que toi. T'en fais pas. Tu n'es pas la seule à te sentir inculte par rapport à la confusion de bibliothécaire que nous propose Samir. Non, mais je te dis, quand je te dis que j'ai des lacunes, j'en ai des sévères. Mais oui, après, je pense que toi, tu es plus immergé que moi dans cette espèce de jungle qui serait celle un peu des youtubeurs cinéphiles. Je crois que tu es plus assidu que moi sur ce genre comme spectatrice, je dis bien, et peut-être aussi tu es en contact avec eux, j'imagine que peut-être que tu discutes avec eux sur des forums. Et c'est là qu'à mon avis, tu dois subir beaucoup un certain sectarisme ou des conflits de chapelle, dont moi j'ai une connaissance un peu lointaine, si tu veux. Je me tiens un petit peu à distance de tout ça. Oui, je pense que ça doit être assez violent de fait, quoi. Il doit y avoir pas mal de stratégies, qui sont des stratégies de distinction d'ailleurs, mais qui ne disent pas leur nom, mais chacun veut toujours un peu défendre son petit précaré ou sa petite niche de cinéma. Les plus pénibles pour ça, c'est vraiment les défenseurs du cinéma de genre. Ça, alors eux, vraiment, ils sont fatigants, quoi. Ils sont fatigants parce qu'ils sont complexés, donc agressifs. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se défaire de leur complexe d'infériorité, alors que nous, on a envie de leur dire, mais apaise-toi, petit, sois serein. Le cinéma de genre est tout à fait aussi noble que n'importe quel autre cinéma. C'est fini. La condescendance qu'il a longtemps essuyée, c'est vrai. Mais c'est fini. Tu as même plutôt gagné dans l'histoire maintenant, toi qui aimes le cinéma de genre. Eh bien, ils n'en sont pas encore convaincus eux-mêmes. Je pense qu'ils font un complexe d'infériorité, donc ils sont très agressifs. Et donc, ils font du prosélytisme agressif. J'imagine que ça doit les rendre très pénibles par moment, quoi. Moi, je les fréquente peu, mais quand j'ai des échos de leur fiel, de leur hargne, je me dis, oh là là, j'aimerais pas les croiser sur un trottoir. Ben voilà, j'ai fait le tour de la question. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on vient de discuter. Écoute, je pense que j'ai déjà été bien bavard, beaucoup trop, donc je vais avoir la discipline d'enfin me taire. Bon, en tout cas, merci beaucoup à chaque fois de répondre à mes invitations. Alors, merci. Je continue toujours de réfléchir. Je réfléchis toujours pour le thème sur le handicap. Comme j'ai expliqué, je ne veux pas que ça soit paraître réactionnaire et tout ça, donc j'essaie de trouver des bonnes questions pour pas que ça soit mal vu, parce que c'est vrai que parler de la représentation du handicap au cinéma, ça peut être quelque chose de tendu. Donc voilà, j'essaie vraiment de trouver mes mots avant de te lancer officiellement le départ. En fait, une fois que c'est fait.
Ouais, mais moi, Ouais, je t'ai dit que j'étais partant simplement. Là, tu vois, j'ai un défaut de culture, en fait, bêtement. En tout cas, ouais, t'as un défaut de. C'est pour ça que là, j'avais pas trop le temps ces derniers mois, mais idéalement, ce qu'il faudrait qu'on fasse, ouais. c'est vraiment que tu me donnes une liste de 10 films qui D'accord. croisent cette problématique-là, d'une Ouais, manière ou d'une autre, des films que tu aimes, des films que tu aimes moins, des films que ouais. tu trouves absolument obscènes et scandaleux et sur le sujet, et d'autres au contraire, et que je me donne, moi, un mois, comme ça, tranquillement, pour les voir. Et là, tu vois, au moins, on parlera d'autres choses. Et moi, ça me permettra d'ailleurs de me mettre à jour sur ce sujet, parce que globalement, je suis quand même à l'ouest, tu vois, ce qui est normal. Hein. Je suis un tout petit peu moins concerné que toi, et puis j'ai peut-être été un peu moins attentif que toi à la façon dont le handicap était représenté au cinéma jusque-là. Mais je suis très partant pour le faire. On n'a qu'à se dire qu'on fera ça à la rentrée, tu vois. Et d'ici Ah, là, ça voilà, marche. en fait, c'était 2 devoirs de vacances. Il faut que tu me prépares Ouais, une liste en septembre. ça 10 me va films très sur bien. la. Ça Ok. me va très bien. Par contre, du coup, désolée, je ne serai pas là pour ce mois, pour ce week-end-là, pour Paris. Voilà, pour les raisons Ah, de bah, c'est pas santé. grave. Donc, voilà. Et là, Voilà. je crois que je ne peux pas être la seule parce que je pense que c'est la date la plus pourrie du monde pour présenter le film. Bah, c'est ça, c'est par rapport à la date. Moi, ça m'a fait peur au niveau, voilà, la fête de la musique et tout. Je me suis dit, il va y avoir vachement de monde et tout. Et par rapport chez moi, à mon handicap, j'avais un peu peur de débarquer comme ça sur Paris. Et du Ouais, coup, ouais, non, mais je sortais des JO parce que c'est pareil, ça va être la galère cet été à Paris, donc je pense même pas. Donc, non, ça non, sera mais apparemment. tu es absolument absoute. Je ne sais pas si on dit absoute, absoute. Mais ouais, bah, peut-être qu'on va être que 40 samedi, on va voir, parce que je pense que tout le monde va préférer aller boire des bières, parce que c'est. Ouais, mais bon, voilà, on sera l'élite des fans de Soderbergh. On sera entre nous, dans un entre-soi impénétrable. Mais en En tout cas, tout cas, ceux qui merci voudraient y beaucoup. aller, ils sont les bienvenus. Je ne sais pas si tu diffuses quand, en fait. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir en ligne ce qu'on vient de faire? Dans la soirée, je vais faire ça dans la soirée. Si j'ai pas de Bon, bah, problème donc, technique, je fais. Ça marche. si jamais vous voyez cet entretien avant le samedi 22 juin, eh bien, vous êtes les bienvenus au Club de l'Étoile à Paris, samedi à 18h30, où on montre deux Soderbergh qu'on commente avec Frédéric Mercier. Exceptionnel critique de cinéma, Frédéric Mercier. Voilà, tu vois, je fais un peu de pub. Mais t'as raison, non, il n'y a pas de souci. En plus, j'aime Ah, bien merci. Samir, donc il y a vraiment pas de raison. Enfin, voilà, c'est Ah pas oui, mais sûr c'est vrai avec que lui. c'est Samir qui organise. J'aurais dû Voilà, commencer par là. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, François. Et puis, on se Merci à tient au toi. courant pour la suite. Salut. Ok, il sera. Salut.